Le retour de Bernard, la confirmation d'une construction de saison en plusieurs époques, une esthétique aboutie et encore énormément d'éléments à recouper et de fils qui devraient se rejoindre, le tout dans une ambiance finale teintée d'horreur. Voilà encore un épisode réussi et qui passe bien trop vite. Comme d'habitude, ce sera full spoiler et j'égrainerai mes théories et tentatives de compréhension au fil de l'analyse, donc si vous préférez ne rien savoir, attendez d'avoir vu la saison entière avant de revenir par ici. Le séjour de Bernard dans le sublime était une magnifique séquence, il faut bien l'avouer. Il commence par les mémoires d'Arnold Weber et de son fils Charlie. L'architecture si reconnaissable de sa maison laisse rapidement place aux souvenirs issus des précédentes saisons et époques de Westworld. L'arbre et la jument blanche symbolisent de Dolores. Elle fut la toute première hôte conçue par Arnold. L'arbre qui prend feu est une référence biblique bien sûr, au buisson ardent vu par Moïse quand Dieu s'est révélé à lui. Dans le contexte de la série, j'y vois autant le symbole de l'humain qui se prend pour Dieu que sa création qui le transcende, et dans le cas de Dolores, devient le Moïse de son propre peuple en le menant en terre promise, le sublime, où Bernard se trouve alors précisément. On peut aussi y voir un symbole quant au destin à venir de Bernard qui choisit apparemment de se sacrifier pour apporter une chance de survie à l'humanité. Passage obligatoire au Mariposa, verre d'alcool sans doute laissé par Ford, que Bernard aurait aimé revoir une dernière fois, et nous aussi. Souvenir du premier massacre avec le loup, infatigable compagnon de nos théories sur les saisons 1 et 2. Toutefois, Bernard revient ensuite dans une simulation du monde humain, ce qui donne substance à sa préoccupation actuelle sans doute. Magnifique photographie et petite ambiance presque Blade Runner avec ce cheval nous rappelant la licorne des rêves de Descartes. C'est dans le QG aussi magnifique qu'inquiétant de Doloroth que Bernard retrouve Akecheta, celui qui nous offrait l'essentiel des plus grands moments d'émotion de la saison 2, avant de rejoindre In Extremis, le sublime, rappelez-vous. N'attendez pas de moi que je vous apporte une explication rationnelle au fait que le sublime se révèle capable de prévoir différents scénarios d'évolution de l'humanité avec certitude. Je ne sais pas d'où pourraient provenir des données aussi fiables, ni la puissance de calcul dont disposait Rehoboam en saison 3. On peut toujours imaginer une sorte de mise en commun des différentes capacités des hôtes passés dans le sublime, mais ce ne serait sans doute pas assez encore. J'ai envie de vous dire peu importe, admettons. Les visions fugitives de Bernard nous montrent l'installation du barrage de Hoover Dam, du moins c'est ce que je suppose. Dans ces images très rapides, on trouve aussi des visions du désert, d'un lieu à creuser en compagnie de la jeune femme qu'il rencontre plus tard dans l'épisode. Il y a aussi le quartier général de Doloroth et ses sentinelles robotiques rouges, la toile de son piège et la tour qu'elle construit pour, on peut le supposer, contrôler les humains avec ses fameuses mouches et la substance noire. Plus intéressant encore, le nouveau parc visité par Maeve et Caleb apparaît lui aussi dans ses visions fugaces, mais dans un état dévasté, recouvert de la poussière du désert. De toute évidence, ce parc a en effet été créé à proximité du barrage de Hoover Dam, comme on pouvait le supposer dans les épisodes précédents, et je l'avais déjà évoqué dans les précédentes vidéos. Par ailleurs, on a bien la confirmation de différentes époques, la plus ancienne étant a priori celle de Maeve et Caleb. Le futur, c'est celui du réveil de Bernard, mais reste à savoir où se situe Christina dans le temps. Bernard demande à Akecheta s'il peut l'aider, ce qui suppose qu'il est possible pour les hôtes du sublime de le quitter. On peut donc envisager qu'une telle décision aurait été prise par Teddy, qu'on retrouvera dans le prochain épisode en interaction directe avec Christina. On se retrouve donc avec une dynamique de duo plutôt rodée, entre Stubbs le pragmatique et Bernard, doté maintenant de prescience. La séquence de la bagarre à l'extérieur, tandis que Stubbs mange son sandwich, alors qu'il est supposé être le garde du corps de Bernard, fait gentiment sourire. Et peut-être que vous vous êtes fait la réflexion, en effet, on a déjà eu un Bernard prescient, capable de prononcer les mots de son interlocuteur avant que celui-ci les dise, et c'était en saison 2, et oui, alors que Bernard se réveillait sur une plage et qu'il avait volontairement mélangé ses souvenirs pour qu'on n'y retrouve pas trop facilement la clé d'accès au sublime. Et oui, le rapport entre le sublime et la temporalité du monde réel semble complexe, et en fin de saison 2, on avait appris que Bernard s'était déjà rendu à plusieurs reprises dans le sublime, alors que lui ne s'en souvenait pas vraiment, et peut-être qu'en revoyant la saison 2 à l'aune de cette saison 3, on aura des découvertes à faire. De toute évidence, la jeune femme qu'il rencontre est Frankie, la fille de Caleb, environ 15 ou 20 ans plus tard,
En effet, l'aspect entraînement aux armes, sens de l'observation, jeunesse agitée sans doute, voilà qui mène plutôt logiquement à cette conclusion. Avec elle, ils se rendent dans la zone contaminée. Cette zone semble correspondre à l'environnement élargi du parc années 20, potentiellement du moins, mais pourquoi est-il désigné comme une zone contaminée? Deux options, la première est celle d'une radioactivité résiduelle suite à une frappe nucléaire, la seconde celle d'une menace de type bioterrorisme, ce à quoi pourrait correspondre la substance noire portée par les mouches dans le cerveau des humains. Néanmoins, il reste une dernière option, la zone n'est pas contaminée du tout et on cherche juste à en tenir les gêneurs et curieux éloignés. Les rayons infrarouges indiquent clairement une surveillance par un groupe qui n'est pas, sans doute, celui des résistants humains auquel appartient la jeune femme. Les nostalgiques des parcs ont droit à une petite virée dans l'esprit de la saison 1 avec le parc années 20 qui repompe allègrement tout ce qui avait été écrit pour Westworld. Pourtant, des clients sont encore très motivés, notamment pour revivre une tragédie avec le soulèvement des hôtes et le massacre des humains de l'époque, un Easter egg comme ils disent, qui les mène à un niveau caché du jeu. Dans la véritable zone de contrôle de ce parc et surtout de concoction des vilaines potions de Doloroth, tout semble indiquer un piège qui n'attendait que l'arrivée de Caleb pour se refermer. Reste à comprendre ce qui intéresse tant Doloroth et William Turbo par extension chez Caleb. On sait que c'est à lui que Dolores avait confié le contrôle de Rehoboam en fin de saison 3, et même si le super-ordinateur avait été désactivé, il n'est pas impossible que Doloroth en ait à nouveau besoin pour mener à bien ses plans de contrôle massif de l'humanité. Avant d'oublier, on profite au passage de cover par Ramin Djawadi, cover de Bad Guy de Billie Eilish, puis de Enter the Sandman de Metallica. C'est toujours ça de prix. Parmi les victimes des tests de contrôle auxquels Maeve et Caleb assistent impuissants, on reconnaît bien sûr le représentant du département de la justice qui avait été infecté dans sa voiture en épisode 2. Le plus horrible dans tout ça, c'est bien sûr qu'on lit sur le visage des humains en question qu'ils tentent de lutter contre l'ordre de suicide qui leur est donné en vain. On peut souligner combien les hôtes drones qui servent ici de laborantins sont toujours aussi inquiétants, et au passage on peut remarquer une étonnante similarité entre leur visage, ou absence de visage, ainsi que la forme de leur tête, avec celle du casque porté par le chef des résistants du désert qui arrive en quad. Alors bien sûr on verra si c'est un détail sans importance ou un indice quant au rôle véritable de ce personnage. La scène de Frankie sur le point de se tirer une balle était certes forte, mais le souci des hurluberlus dans mon genre, qui regardent les bandes annonces à l'avance et qui les analysent même, c'est vraiment consternant, c'est qu'on avait déjà vu la scène en question, celle de l'ouverture du visage de la petite fille, en mode haute ancienne version, et donc ça cassait un petit peu le suspense. Alors certes, la tension était donc désamorcée en tant que spectateur, mais je pense, il me semble que même sans voir de bande-annonce, je crois que la plupart des spectateurs s'attendaient à un double et pas à ce que ce soit vraiment sa petite fille. Enfin, vous me direz en commentaire. Avec une Maeve isolée, un William Turbo très dangereux et un Caleb infecté, on se demande où va nous mener l'épisode 4. Eh ben la catastrophe bien sûr, en fait on le sait déjà, mais dans quelle réalité et à quelle époque peut bien se situer Christina, je vous le demande. Est-elle une reconstruction humaine ou haute de Dolores, vit-elle à l'époque future de Bernard, mais dans la ville? Ce qui est clair, c'est qu'elle se situe a priori dans le futur de Maeve et Caleb, puisque le contrôle par les mouches est déjà répandu à tel point que le travail de Christina consiste à écrire la vie de certains humains en faisant passer ça pour des PNJ d'un jeu vidéo, je vous le rappelle. On peut se souvenir de la tendresse que Dolores avait pour son double Charlotte en saison 3, et notamment du temps lovés l'une contre l'autre dans une chambre d'hôtel pour la rassurer face à une mission d'infiltration ultra tendue chez Delos. L'idée d'une Christina développée d'une façon ou d'une autre par Doloroth dans un but inconnu n'est donc pas si farfelu. Il en va de même pour la venue de Teddy, espérons que ce soit le véritable Teddy venu tenter de rendre ses souvenirs perdus à cette Dolores nouvelle, qu'elle soit haute ou humaine, et pas une manipulation de plus pour la tourmenter. Il me semble clair que l'intérêt de la découverte de Christina au sujet du contrôle des humains par la tour ne tient la route que si elle vit dans le monde réel, celui des humains, donc de mon point de vue l'idée qu'elle serait dans une simulation ne tient vraiment pas la route pour le moment, pas plus qu'au début. En revanche, son entourage doit la surveiller, je suppose, d'une manière ou d'une autre, je l'ai déjà évoqué, pour le compte de la personne qui a mis en place cette étrange expérience. Si par hasard ce formidable t-shirt vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo et ça soutiendra la chaîne au passage. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire quel est votre ressenti sur cette saison 4 de Westworld pour le moment. Moi, il est vraiment bon et je vous donne rendez-vous a priori mercredi pour ma vidéo
de critique sans spoiler et avec, consacré à Thor Love and Thunder. Ça fait un petit peu piqué hein, si vous avez apprécié ce film, parce qu'il y a pas mal de monde qui l'a vu en avant-première apparemment, mais je vais essayer d'être nuancé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!